Screwtape lève son verre de C.S. Lewis. Deuxième partie. Je me permettrai de vous rappeler la situation des humains dans la seconde partie du XIXe siècle. À l'époque, j'achevais ma carrière de tentateur et on m'avait affecté à un poste administratif en remerciement de mes services. Le grand mouvement pour la liberté et l'égalité des hommes avait porté des fruits généreux, des fruits qui avaient eu le temps de mûrir. On avait aboli l'esclavage. Les Américains avaient remporté la guerre d'indépendance. La Révolution française avait été un succès. Ce dernier mouvement contenait originellement bien des éléments en notre faveur. On y trouvait mêlé beaucoup d'athéisme, d'anticléricalisme, d'envie, de vindicte et même quelques absurdes tentatives pour ressusciter le paganisme. Il n'était guère aisé de déterminer la position à tenir. D'une part, c'était, et c'est encore, une cuisante défaite que de voir des prisonniers briser leurs chaînes ou des gens affamés obtenir de quoi manger. Mais d'autre part, ce mouvement constituait un tel rejet de la foi, un tel matérialisme, un tel sécularisme, une telle haine générale, que nous nous sentîmes obligés de lui apporter notre soutien. À la fin du siècle, cependant, la situation s'était simplifiée tout en prenant de l'ampleur. Dans le secteur de l'Angleterre, où j'ai le plus servi, un événement abominable s'était produit. Notre ennemi, avec un de ces tours de passe-passe dont il a le secret, s'était approprié une grande partie du mouvement libéral et progressiste et l'avait perverti pour servir ses propres desseins. L'antichristianisme originel du mouvement ne perdurait qu'à peine. Un dangereux phénomène appelé socialisme chrétien s'insinuait dans la société. Nos bons vieux propriétaires d'usines qui s'enrichissaient sur le dos des pauvres, au lieu d'être assassinés par leurs ouvriers, ceux qui auraient pu nous être utiles, étaient méprisés par leur propre classe. Les riches abandonnaient leur pouvoir, non par crainte d'une révolution, mais pour obéir à leur conscience. Quant aux pauvres qui gagnaient à l'affaire, leur comportement était pour le moins décevant. Au lieu d'employer leur liberté, comme nous l'espérions raisonnablement, à s'adonner au massacre, au viol, au pillage ou à une ivrognerie perpétuelle, ils entreprirent perversement de devenir propres, ordonnés, économes, éduqués et même vertueux. Croyez-moi, chers démons, nous étions à deux doigts d'assister à l'avènement d'une société saine. Mais grâce à notre père d'en bas, la menace fut évitée. Notre contre-attaque se déploya sur deux niveaux. Au niveau le plus profond, nos généraux parvinrent à donner pleine puissance à un élément implicite dans le mouvement depuis ses commencements. Caché au cœur de toutes ces luttes pour la liberté des peuples, se trouvait une haine profonde de la liberté individuelle. C'est Rousseau, cet homme sans égal, qui l'a d'abord révélé. Dans sa démocratie idéale, seule la religion de l'État est autorisée, l'esclavage est restauré, et l'individu apprend qu'il a toujours désiré, sans le savoir, tout ce que le gouvernement lui impose. En nous fondant sur ces prémices, et avec l'aide d'Hegel, un autre de nos indispensables propagandistes, nous parvînmes à créer les États nazis et communistes. Même en Angleterre, nous obtînmes un succès remarquable. J'ai entendu l'autre jour que dans ce pays, un homme doit demander une autorisation spéciale s'il veut abattre avec sa propre hache son propre sapin pour en faire des planches avec sa propre scie et employer ces planches à construire une cabane à outils dans son propre jardin. Telle fut notre première contre-attaque. Rassurez-vous, on ne confiera pas ce genre de chantier à des débutants comme vous. Vous serez affecté à des individus en tant que tentateurs personnels. C'est justement à travers les individus que notre contre-attaque prend une forme différente. Il y a un mot que vous devez employer constamment pour les mener par le bout du nez. C'est le mot démocratie. Vous le savez, nos philologues ont déjà accompli un travail formidable dans la dégradation des langues humaines. Inutile de vous dire que le mortel ne doit jamais être autorisé à donner à ce mot un sens clair et défini. Normalement, il ne s'y essaiera pas. Il ne lui viendra jamais à l'esprit que la démocratie est proprement le nom d'un système politique, plus précisément d'un système de vote, et que cela n'a qu'un rapport très lointain avec ce que vous essayez de lui vendre. Vous ne l'autoriserez pas non plus, évidemment, à soulever la fameuse distinction d'Aristote entre deux types de comportement démocratique, le comportement destiné à préserver la démocratie et le comportement que la démocratie encourage. Car la différence est considérable et il ne doit pas s'en apercevoir. Le mot ne doit être qu'une incantation ou, si vous préférez, un argument de vente. C'est un nom qu'il vénère. Il est bien sûr lié à l'idéal politique d'un traitement équitable pour tous les hommes. À partir de cet idéal politique,
Vous opérerez dans l'esprit de votre proie une transition délicate jusqu'à la croyance factuelle en l'égalité de tous les hommes, et du vôtre en particulier. Ainsi, le mot démocratie justifiera-t-il le plus dégradant et le moins agréable des sentiments humains. Vous pourrez amener votre homme à adopter sans honte, et même avec une satisfaction rayonnante, une conduite qui, sans la protection du mot magique, serait l'objet du mépris universel. Le sentiment dont je parle est bien entendu celui qui pousse un homme à dire « j'en vaux bien un autre ». Le premier avantage, et le plus manifeste, est qu'ainsi vous faites trôner au centre de sa vie intérieure un gigantesque mensonge. Je ne veux pas seulement dire que cette phrase est un mensonge factuel, certes, votre client n'égale pas tous les gens qu'il croise en bonté, en honnêteté ou en sens commun, pas plus qu'il ne les égale en poids ou en tour de taille. Il y a plus, cependant. Non seulement cette phrase est fausse, mais il le sait. Quand un homme dit qu'il en vaut bien un autre, c'est qu'il n'en croit pas un mot. C'est une phrase qu'on ne prononce que si on la croit fausse. Le Saint Bernard ne l'adresse pas au chien en peluche. Le professeur ne l'adresse pas au cancre, ni l'employé au clochard, ni la belle femme au lait de rond. L'appel à l'égalité, hors du champ strictement politique, vient seulement de ceux qui se sentent inférieurs d'une façon ou d'une autre. Il exprime précisément la conscience douloureuse, lancinante, insupportable d'une infériorité que le mortel refuse de reconnaître. D'où son ressentiment. Notre homme prend ombrage de la moindre supériorité perçue chez autrui. Il la dénigre, il veut son anéantissement. Puis la différence elle-même devient à ses yeux une prétention à la supériorité. Personne ne doit se distinguer par sa voix, ses vêtements, ses manières, ses divertissements, le choix de sa nourriture. Voici quelqu'un qui parle un anglais plus clair et plus euphonique que le mien. Ce doit être la vile affectation d'un cuistre. En voici un qui n'aime pas les hot dogs. Il doit se croire trop bon pour eux. Celui-là n'a pas allumé le jukebox. C'est l'un de ces satanés snobs qui cherchent toujours à se faire remarquer. S'ils étaient de braves gens du peuple, ils seraient comme moi. Ils ne devraient pas être différents à ce point. Ce n'est pas démocratique. Notez bien que cet utile phénomène n'a rien de nouveau en lui-même. Il est connu depuis des milliers d'années sous le nom d'envie. Mais jusqu'à présent, il était perçu comme le plus odieux et le plus comique des vices. Quand on était conscient d'en être affecté, on avait honte. Dans le cas contraire, on ne le pardonnait pas aux autres. La délicieuse nouveauté de la présente situation est qu'on peut désormais justifier le péché d'envie, le rendre respectable et même admirable par l'usage incantatoire du mot « démocratie ». Sous l'influence de cette incantation, des êtres inférieurs d'une façon ou d'une autre peuvent œuvrer avec plus d'entrain et de succès que jamais à rabaisser tout le monde à leur niveau. Mais ce n'est pas tout. Sous la même influence, ceux qui s'approchent ou pourraient s'approcher d'une humanité plus complète suppriment un goût naissant pour la musique classique ou la bonne littérature, car ils sentent que cela les empêcherait de faire comme tout le monde. Des personnes qui pourraient être chastes, honnêtes, tempérées, et qui s'en vont offrir la grâce, la refusent. Ceux qui ne veulent pas devenir différents, ce serait une offense à la vie ordinaire, cela les exclurait de l'existence commune, cela nuirait à leur intégration au groupe. Ils pourraient, horreur des horreurs, devenir des individus. Tout est résumé dans la récente prière d'une jeune femelle humaine. « Oh, Seigneur, faites de moi une jeune fille normale du XXe siècle. Grâce à nos efforts, cela signifiera de plus en plus « faites de moi une catin, une idiote, un parasite. » Mieux encore, par un réjouissant effet secondaire, les quelques âmes, de plus en plus rares, qui ne deviennent pas normales ou comme tout le monde, ou intégrées, ressemblent de plus en plus aux pédants Olibrius que le petit peuple veut voir en eux. Car le soupçon crée souvent ce qu'il prévoit. On me prend pour une sorcière ou un agent communiste, je serai montré du doigt de toute façon. Alors qu'ai-je à perdre à devenir ce qu'on me reproche d'être? Ainsi avons-nous créé une intelligentsia qui, quoique minuscule, est entièrement vouée à notre cause. Mais ce n'est là qu'un sous-produit de notre action, pour ainsi dire. Je retiendrai votre attention sur les vastes efforts que nous avons fournis pour discréditer, et en dernière instance éliminer, toutes les formes d'excellence humaine, excellence morale, culturelle, sociale ou intellectuelle. N'est-il pas sublime que la démocratie, au sens incantatoire, fasse à présent pour nous le travail jadis accompli par les dictatures antiques, et en employant les mêmes méthodes qui plus est. Vous vous rappelez sans doute ce dictateur grec, on les appelait tyrans à l'époque, qui envoya un messager à un confrère autocrate dont il voulait connaître les principes de gouvernement. Le second dictateur amena le messager dans un champ de blé,
et y trancha de sa canne les épis qui dépassaient d'1 pouce ou plus le niveau général. La morale était claire, n'autorisez personne à dominer parmi vos sujets, qu'il ne reste aucun homme meilleur, plus sage, plus renommé ou même plus élégant que la masse. Tranchez-les tous au même niveau, tous des esclaves, des numéros, des néants, tous égaux. Ainsi les tyrans étaient-ils des démocrates, pour ainsi dire. Mais désormais la démocratie peut accomplir la même œuvre sans aucune autre tyrannie que la sienne propre. Plus besoin de parcourir le champ avec une canne. Les petites tiges tranchent les grandes. Les grandes elles-mêmes abdiquent leur épi dans l'espoir de devenir des tiges comme les autres. S'il faut certes fournir un travail pénible et périlleux avant de parvenir à damner ces petites âmes, ces créatures qui ont presque cessé d'être des individus, on peut raisonnablement espérer un résultat satisfaisant une fois mis en œuvre les efforts et les précautions nécessaires. Les grands pêcheurs semblent plus faciles à attraper, mais ils sont trop imprévisibles. Vous les mystifiez 70 ans, et l'année suivante, l'ennemi vous les arrache des griffes. Ceux-là sont capables de véritable repentance. Ils sont conscients de leur culpabilité. S'ils nous échappent, ils seront prêts à défier la pression sociale au nom de l'ennemi, comme ils la défient aujourd'hui en notre nom. Il est plus difficile d'écraser une guêpe virevoltante que d'abattre un éléphant sauvage à bout portant. Mais si vous ratez votre coup, c'est l'éléphant qui est le plus problématique. Ma propre expérience concerne surtout le secteur anglais. J'en reçois encore beaucoup plus de nouvelles que de n'importe quelle autre partie du globe. Ce que je vais dire à présent ne s'appliquera sans doute pas complètement au secteur où vous serez envoyé. Mais vous adapterez mes propos à votre situation. Soyez certain que vous aurez besoin de mettre mes conseils en pratique un jour ou l'autre. Si tel n'est pas le cas, vous devrez vous efforcer de rendre le pays où vous œuvrez plus semblable à l'Angleterre.